Pierre Berger, que l'on a entendu hier à la télévision, nous a dit que ça existait déjà aux États-Unis, que toutes les techniques que vous réprouvez aujourd'hui existent aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde déjà que mène la France ou mène la Manif pour tous, sachant que ces techniques étant accessibles, inévitablement elles se répandront? Oui, il y a aussi la peine de mort aux États-Unis et bien d'autres choses. Donc je reprendrai ce que du Conseil d'État a pu dire à propos de la gestation pour autrui, justement. Ce que la France n'a pas à se limiter aux moins 10 ans éthiques. C'est l'expression du Conseil d'État. Autrement dit, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est vrai. C'est aussi un pays où il y a des vrais débats de société. Contrairement à la Belgique et à la Hollande, nos amis belges et hollandais nous ont dit c'est incroyable, chez nous c'est passé comme une lettre à la poste, on n'a même pas pensé résister. Et donc moi je suis fier que dans notre pays, tant de manifestants se soient levés, et certains pour la première fois de leur vie, indépendamment de toutes les générations. Alors voilà, l'inéluctabilité qu'on nous impose, c'est une figure de dialectique, comme s'il y avait un sens de l'histoire. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on tâtonne d'abord en matière éthique, on fait parfois n'importe quoi, et progressivement, la conscience humaine vient au secours d'une science qui pouvait être sans conscience, et petit à petit, nous révisons nos comportements. Donc le sens de l'histoire, pour moi, c'est l'humanisation du regard de l'homme sur l'homme, c'est le respect croissant pour le plus petit, le plus faible. On voit que le bébé est considéré comme une personne, désormais, et heureusement, on voit que la maltraitance la lutte contre la maltraitance a fait d'énormes progrès, que nous continuons d'inventer en matière de solidarité sociale, humaine, des façons de faire tout à fait nouvelles et inédites, et qui sont très créatives et pleines, oui, j'ose le dire, d'amour. Eh bien, sur ce sujet aussi, le tâtonnement, c'est aujourd'hui, peut-être, mais demain, eh bien, je l'espère, et c'est pour ça que nous travaillons, les générations futures seront préservées de l'effacement d'un repère très précieux, celui de l'engendrement, que nous devons leur léguer. Moi, je compare le mouvement qui s'est levé à celui de l'écologie. Il y a eu une progression dans l'humanité. Alors, quel rapport, l'écologie? L'écologie. Nous, c'est l'écologie humaine, mais l'écologie tout court, elle est née parce que quelques hurluberlus, associés à des associations qui défendaient des milieux naturels menacés, ont posé une question absolument inédite qui a surpris tout le monde, et ils ont été méprisés d'ailleurs. Quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? Voilà que la solidarité s'exprimait non plus dans le présent, mais dans le futur, parce que l'homme était devenu capable de détruire, de scier au fond la branche sur laquelle il était assis. Eh bien, le même processus naît aujourd'hui. Nous avons manifesté pour le précieux repère de l'engendrement, qui est tellement naturel que nous n'aurions jamais imaginé manifester pour le défendre, simplement qu'un homme est issu, qu'un être humain est issu d'un homme et d'une femme. Eh bien aujourd'hui, c'est vrai, par les biotechnologies, qui sont rentrées en collusion avec une partie du lobby gay, au fond, ces biotechnologies permettent d'imaginer couper l'homme de cette source précieuse de son histoire qui le rend interdépendant, et l'altérité homme-femme. Eh bien, aujourd'hui, nous manifestons justement dans ce mouvement d'écologie humaine pour montrer que les générations futures, eh bien, nous devons leur léguer ce précieux repère. Alors, Tulle Galderville, comment allez-vous décliner cela dans un discours qui sera audible par le grand public? Pardonnez-moi, mais écologie humaine, c'est vrai qu'on se comprend comme cela lorsque vous l'expliquez. Mais par rapport à un slogan aussi fort que celui du désir d'égalité, de l'exigence d'égalité, qui est immédiatement perceptible par le plus grand nombre, peut-être parce que le plus grand nombre ne creuse pas nécessairement la question, mais comment allez-vous le traduire en discours, en armes, si je puis dire, sémantiques et en armes politiques? Bon, je ne redis pas le détail, mais il ne vous aura pas échappé que nous agissons au nom de l'égalité entre les enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État se légitime au démarrage par la défense de la veuve et de l'orphelin, et donc nous voyons les enfants. Et effectivement, que des adultes, à un moment donné, expriment des désirs, c'est important, mais que la loi régule nos désirs, mais pas seulement cela, bien d'autres, et on pourrait lister chacun des désirs que nous avons et qui sont régulés par la loi, et c'est ça la vie en société. Alors maintenant, vous m'interrogez sur comment est-ce qu'on va faire pour être audible. Eh bien, je vois le processus à nouveau de l'écologie, c'est-à-dire qu'au départ, c'est folie, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cela, et qu'est-ce qu'il nous raconte, et petit à petit, on s'aperçoit qu'il se passe des choses, on s'aperçoit que le réchauffement climatique est peut-être une question complexe, que l'homme est engagé dans un processus avec une forte inertie, et qu'on doit réviser de manière drastique nos comportements en matière de consommation d'énergie, etc. On vous suit, Tulle Galderville, oui. Mais électoralement parlant, l'écologie, ça fait 2% à la présidentielle. Vous voyez, ce sont des prises de conscience longues, d'imprégnation, alors que là, on demande un résultat, enfin on demande, ce n'est pas moi qui demande, mais un résultat immédiat
c'est le retrait du projet de loi Taubira. Comment est-ce que vous allez accorder un discours de long terme d'imprégnation qui demande quand même une certaine explication avec une exigence immédiate qui est la vôtre? Par rapport à ce que vous dites de l'écologie, je n'assimile pas l'écologie à Europe Écologie Les Verts, qui justement est le parti le plus transgressif en matière d'écologie humaine, ce qui n'est pas un des moindres des paradoxes. J'ai été opposé à Mme Benbassa et je me suis dit c'est quand même étrange que les écologistes soient ceux qui entendent affranchir l'homme de ce qui fait sa nature profonde depuis bien longtemps. Alors, par contre, je note quand même que cette fameuse écologie sur l'environnement, elle a modifié nos comportements, tri des déchets, etc. Que dans tous les partis politiques, le défi environnemental... Ça a mis 20 ans. Hein. Ah oui, mais ça a mis 20 ans, mais c'est universel. Mais là, vous avez 2 mois. Oui, c'est de la métapolitique. Alors, par rapport à la question, nous continuons à être engagés très fermement contre ce projet de loi et nous espérons bien que le président Hollande, qui nous a reçus donc vendredi, va prendre la mesure de ce mouvement et de notre ténacité. Et nous appelons à être présents dans des rassemblements samedi 2 février dans tous les départements. Il va voir que ce mouvement est présent et peut-être aura-t-il la sagesse à un moment donné de dire: n'est-il pas indécent de diviser les Français alors que son élection s'est faite sur la promesse de ne pas les diviser? Il accusait son prédécesseur de l'avoir fait. Est-il décent, lorsque les Français attendent l'emploi pour tous, le logement pour tous, de prétendre qu'avec un mariage entre guillemets pour tous, on va passer à autre chose? Et donc il a les cartes en main, mais il a aussi une certaine pression. C'est à lui maintenant de s'ouvrir à nos revendications, de suspendre ce projet. Il a les cartes en main pour le faire et nous allons lui demander. Mais au demeurant, et c'est pour ça que j'insiste sur cette écologie humaine, notre mouvement est en pleine naissance. Et nous travaillons non pas face à... Donc vous êtes sur le long terme. Bien sûr, également. Et notre travail, c'est de voir beaucoup plus loin. Et cette vision, c'est de dire, attention, ces biotechnologies qui se mélangent à des revendications extrêmement fortes, mais extrêmement transgressives aussi, aboutissent à redéfinir l'homme. Et quel est l'aboutissement de cette redéfinition de l'homme que certains demandent? C'est un droit à l'enfant et à la fabrication d'enfants. Ça veut dire en fait des enfants vérifiés, des enfants qui sont livrés, des enfants qu'on achète aussi, des femmes qui deviendraient, et c'est ce que Pierre Berger argumente d'une manière assez violente au fond, des supports de la livraison, de la fabrication d'enfants. Elles louent leurs bras, pourquoi pas leur ventre? Jusqu'à ce qu'on aboutisse éventuellement à ce que certains souhaitent pour s'affranchir enfin de cet engendrement qui leur pose problème, à l'utérus artificiel. C'est le livre de Henri Atlan, du professeur Atlan. Et donc nous sommes là sur une revendication très minoritaire et qu'il faut savoir entendre pour y répondre dans le respect des personnes. Et vous l'avez dit, ce que les gens se sentent reconnus et pas rejetés, c'est très important. Il y a peut-être des modalités juridiques à inventer pour ça. Mais nous sommes là aussi sur un enjeu de civilisation majeur. Et le gouvernement le reconnaît. C'est le moment aujourd'hui de résister parce que si on bascule vers un droit à l'enfant pour quelques-uns, ça devient un droit à l'enfant pour tous. Et là, c'est très grave, effectivement. En ce lundi 28 janvier, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, l'un des porte-parole de la Manif pour tous, l'éditorial de Gérard Leclerc qui nous parle donc de culture dominante avec un clivage extrêmement fort apparemment entre le magistère des médias, le magistère du monde politique, ce monde du spectacle et cette imbrication avec ceux qui dominent finalement l'esprit du monde et qui dirigent cet esprit du monde. Puis en face, il y a, semble-t-il, peut-être, je ne sais pas, le pays réel, les hommes et les femmes que nous sommes, Tugdual Derville. J'aimerais m'adresser à l'organisateur à présent, à celui qui va tenir un échéancier dans un combat qui s'annonce quand même extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut se poser quelques questions simples, Tugdual? Est-ce que vous permettez que vous réagissiez d'abord à Gérard? Alors réagissez à Gérard, puis je vous pose des questions simples ensuite. Non, c'est vrai que cette mise en perspective, je veux dire, nous renforce dans une espérance. Vous êtes d'accord déjà? Oui, sur tout ce qu'il a dit. Peut-être un petit bémol, c'est que les médias ont changé de ton depuis quelque temps. Et moi, j'essaie d'engager des dialogues vraiment très amicaux, très personnels, à chaque fois, y compris face à certains journalistes qui m'attendaient au tournant. Et je découvre que la posture de profondeur touche les cœurs. Et que face à la foule immense qui s'est levée, il y a un respect. Il y a un respect médiatique face à la foule, ils ne peuvent pas l'ignorer. On a été extrêmement félicités par des journalistes présents et parfois, et bien souvent, qui n'ont pas les convictions que nous portons et qui sont interrogés pour savoir pourquoi nous étions là et qui ont des interrogations liées à leur conscience droite. Donc le changement de ton a été évident. Et par ailleurs, je reconnais aussi la nécessité pour nous de ne pas entrer dans les paillettes.
de rester dans la profondeur, de rester dans la ténacité, de ne pas se laisser emporter par la tourmente médiatique qui voudrait, d'une certaine manière, nous récupérer dans une superficialité qui ne peut pas être la nôtre. Et donc, effectivement, certains me disent parfois, oui, c'est David contre Goliath, mais la comparaison me va. Et donc, il suffit de ramasser 3 petits galets et ajuster face à une sorte de ce qui peut apparaître comme une puissance monstrueuse, mais qui en fait est fondée sur le sable, alors que notre positionnement est fondé sur le roc, et de ce fait notre puissance, la puissance de notre non-violence est stupéfiante. Maintenant, Duc d'Alderville, ce ne sont pas les artifices de la séduction médiatique, dont Frigide est quand même assez emblématique, Frigide Barjot, qui vous ont fait gagner aussi ? Elle a vraiment apporté, elle apporte encore d'abord cette ténacité, cette énergie, ce souci de l'unité, car elle a pensé réunir les tribus gauloises de nos associations, et ce qui paraissait ou me paraissait aussi parfois impossible est advenu derrière un label unique. Après, il faut effectivement que nous tenions dans la durée, avec ténacité et en profondeur, mais évidemment, cette figure de proue a joué et continue de jouer un rôle extrêmement important, et aussi dans le ton qu'elle a pu donner, qu'elle nous a donné, dans le respect des personnes, qui est lié à sa propre histoire, de rencontre avec les personnes concernées par l'homosexualité. Et donc, la diversité de notre mobilisation qui a été croissante lui doit énormément. Et justement, nous sommes allés rejoindre des ressorts intimes et profonds, viscéraux, qui sont propres à tout être humain, plutôt que de rester dans des chapelles éparses et qui prétendraient qu'un entre-soi pourrait mobiliser la France. Donc, de ce point de vue, je crois que l'attelage qu'on a pu former, notamment elle et moi, qu'on continue à former, est nécessaire, et qu'il faut rester proche pour pouvoir continuer à faire grandir cette mobilisation. Le fait d'être habillé en rose, les Mariannes du Champ de Mars, toute cette stratégie de la communication qui vise à désarmer quand même l'adversaire, à lui envoyer des signaux qui finalement montrent que la mobilisation n'était pas une mobilisation d'extrémistes homophobes, ça a marché. Mais vous allez continuer dans ce registre-là? Mais de toute façon, les couleurs n'appartiennent à aucun camp, l'humour n'appartient à aucun camp, la joie de vivre aussi. Et quand des opposants veulent nous déguiser dans des oripeaux qui ne nous représentent pas, c'est à nous d'enlever tous ces déguisements et de nous mettre dans... Mais ça, c'est une première, justement. Pas tant que ça, parce que je pense que depuis... Enfin, pas chez vous. Oui, depuis pas mal d'années, nous, à Alliance Vita, en tout cas, on sait qu'il faut symboliser des revendications. Nous sommes dans un monde de l'image, de la communication. Ça, c'est une première du fait de la symbolisation, justement, d'une communication et de l'image. La bataille de l'image, c'est quand même une première. Oui, enfin... de cette ampleur-là. Oui, mais en tout cas, je pense que c'est pas une première dans l'histoire de l'humanité, et qu'on n'a pas attendu... voilà, alors si les chrétiens diront que les vitraux des cathédrales, c'est l'image qui dit des choses, les mystères moyenâgeux aussi, les paraboles sont des histoires. Il faut raconter des histoires et symboliser. Symboliser les choses, on l'a fait avec de belles Mariannes, et voilà, la beauté et l'humour n'est pas l'apanage de ce qu'on pourrait appeler le camp d'en face. Pourquoi des Mariannes? Quel rapport avec le mariage gay? Ah bien, les Mariannes, c'est le symbole de la République, c'est le symbole du mariage républicain. Elles sont en buste dans toutes les mairies, avec soit Brigitte Bardot, soit Catherine Deneuve ou bien d'autres. Donc c'est le code civil, c'est l'allusion au code civil. C'est l'archétype au fond de ce qui nous réunit tous. C'est une image féminine, voilà, emblématique de la République. Et de ce point de vue, effectivement, il est important que nous manifestions. Derrière, vous avez vu qu'il y avait 18 000 maires déjà et maires adjoints qui sont engagés contre ce projet. On est derrière les maires qui, en première ligne, sont ceux qui marient et ceux qui savent aussi le coût des fractures familiales. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis, au fond, que ce projet de loi nous donne à réfléchir sur des sujets sur lesquels moi, je n'ai pas tant que ça réfléchi. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Quelle est leur différence? Quel est le sens aussi de l'engagement, de ce mariage? De l'amour durable. Exactement.